Salut tout le monde, bienvenue dans cette analyse détaillée où on va décortiquer les événements complètement fous de fin mai 2026. C'est un cas d'école fascinant où la géopolitique internationale vient percuter de plein fouet les valorisations de nos actifs numériques. Alors, on plonge direct dans le vif du sujet pour voir comment quelques annonces ont d'abord fait trembler puis relancer tout un écosystème. 231 millions de dollars. Ce chiffre donne le vertige, non? Ça représente la vague massive de liquidation qui a littéralement balayé le marché crypto pendant un week-end ultra volatile. En quelques heures, pouf, des centaines de millions effacés. Ça montre bien à quel point le sentiment de marché peut se retourner violemment face à l'incertitude macroéconomique. Et attention, on ne parle pas seulement d'argent évaporé, mais bien d'acteurs réels. 65 905. C'est l'échelle humaine de ce plongeon. D'après CoinGlass, c'est le nombre de traders liquidés en l'espace de 24 petites heures. Une véritable purge qui a forcé tout le monde à recalibrer ses risques dans l'urgence absolue. Section 1. La chute des marchés. Pour vraiment capter l'intensité de cette douleur financière, il suffit de regarder les planchers à temps. La pression à la vente était totale, personne n'y a échappé. D'un côté, on a le Bitcoin, un actif pourtant super robuste qui dégringole pour toucher les 74 270 $. Et de l'autre, des réseaux alternatifs à forte croissance comme Solana qui plongent sous les 82 $. C'est l'ensemble du marché qui a vacillé. Et ce n'était clairement pas un petit creux passager. Le Bitcoin est retombé à des niveaux qu'on n'avait pas croisés depuis le 20 avril 2026, soit plus d'un mois. Ça souligne très bien à quel point le marché luttait, manquant de carburant pour maintenir son élan haussier. Section 2. L'impact des liquidations. L'effet boule de neige de cette chute a soulevé une question évidente. Qu'est-ce qui nourrit cette panique? Mais l'histoire de ce week-end ne s'arrête pas là. Les acheteurs ont très vite rappliqué, créant une zone de trading hyper volatile. Le Bitcoin rebondit entre 76 000 et 78 000, pendant que Solana repasse la barre des 86. Un rebond aussi sec, ça demandait forcément une explication. Section 3. Le catalyseur géopolitique. Et cette explication, eh bien, elle ne venait pas de la blockchain, mais d'une source totalement externe, la diplomatie internationale. Plus précisément, un post de Donald Trump le 23 mai sur Truth Social, en annonçant qu'un accord au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran était, je cite, largement négocié. Cette simple déclaration a suffi à stopper net la panique et à renverser la tendance. Il faut dire que l'envergure de ces pourparlers est juste impressionnante. Quand on implique l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Turquie, l'Égypte, ça envoie un signal massif. Pour les marchés financiers, voir toutes ces puissances régionales autour de la table, ça laissait présager l'apaisement d'un immense point de tension historique. Le résultat immédiat, 75 milliards de dollars. Ce montant colossal a réintégré le marché crypto en un clin d'œil. Les traders ont tout de suite pricé cette perspective de stabilité géopolitique retrouvée. Section 4. Le détroit d'Ormuz. Pour piger la puissance de ce rebond, il faut zoomer sur un point géographique ultra précis de l'accord, le détroit d'Ormuz. C'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Dès qu'on menace de le fermer, les prix de l'énergie explosent et les marchés financiers paniquent. Donc, promettre sa réouverture, c'était vraiment l'argument de poids de ces négociations. C'est un véritable effet domino, et on le voit très bien ici. Étape 1, on rouvre le détroit. Étape 2, les prix mondiaux de l'énergie se stabilisent. Étape 3, ça fait baisser l'incertitude macroéconomique, ce qui redonne instantanément confiance pour acheter des actifs à risque comme nos réseaux numériques. Voilà comment une simple voie maritime dicte le cours des cryptos. Section 5. La reprise et l'incertitude. Sauf qu'en géopolitique, c'est rarement aussi simple, et l'euphorie retombe vite. Dès le lendemain, le 24 mai, petite douche froide. Une mise à jour qualifie les discussions de constructives et ordonnées. Le ton reste positif, d'accord, mais ça a directement remis une couche de prudence sur le marché. Ça nous rappelle que rien n'est encore gravé dans le marbre. Le point de friction, c'est cette condition ultra stricte. Les États-Unis maintiennent leur blocus tant que l'accord final n'est pas officiellement signé et certifié. Bam, retour à la réalité. Les négociations ne sont pas terminées et le marché a bien compris qu'il fallait rester sur le qui-vive, gardant une volatilité très forte au moindre titre de presse. Section 6. L'intérêt institutionnel grandissant. Mais voilà où ça devient vraiment captivant. Pendant qu'on était tous scotchés à ces montagnes russes géopolitiques de 48 heures, un mouvement de fond énorme se préparait pour Solana, en toute discrétion. Quand on met les événements côte à côte sur une ligne du temps, le contraste est saisissant. D'un côté, le bruit et le chaos politique des 23 et 24 mai, et de l'autre, le 20 mai, une avancée méthodique. Morgan Stanley dépose un formulaire S1 pour un ETF Solana. MSOL, 4 petites lettres, mais un véritable game changer. C'est le symbole proposé pour cet ETF Solana au comptant sur le NYSE Arca. C'est une démarche monumentale vers une adoption institutionnelle propre et réglementée. Et le plus beau là-dedans, cet intérêt institutionnel avance de façon constante, totalement à l'abri des coups de sang géopolitiques à court terme.
Du coup, on se quitte sur cette réflexion essentielle. Comment équilibrer tout ça? Qu'est-ce qui dictera réellement la valeur future de ces réseaux numériques dans un monde toujours plus complexe? Les secousses politiques du quotidien, bruyantes et soudaines, ou bien cette adoption institutionnelle plus silencieuse mais implacable? C'est absolument la question à se poser aujourd'hui pour bien comprendre les dynamiques de demain.